m'entendez? Oui. Alors, merci d'être là, au rendez-vous comme d'habitude. Donc ce soir, comme vous le savez, nous accueillons avec plaisir Danielle Corneau, qui est maître de conférence au département études du monde anglophone de l'université Toulouse-Jean Jaurès. Elle a effectué ses recherches de doctorat à Brown University dans le Rhode Island et à l'université de Californie à Berkeley grâce à une bourse Fulbright et à une bourse de la région de l'université de Bourgogne où elle a soutenu sa thèse sur le vin dans la société américaine. Elle est chercheur permanent au Centre d'études et de recherche Travail, Organisation, Pouvoir. Et ses recherches portent sur la construction des nouveaux marchés du vin dans des sociétés non traditionnellement consommatrices, États-Unis, Malaisie et maintenant en Chine. Elle est membre fondateur et coordinatrice du premier groupe de recherche pluridisciplinaire sur le vin en Midi-Pyrénées, Invino Varietas, qui réunit une quinzaine de chercheurs. Ce groupe fait partie de la chaire UNESCO Culture et Tradition du vin à l'Université de Bourgogne. Donc ce soir, elle nous parlera du vin à la conquête du monde, des côtes américaines à l'Empire du Milieu. Mais avant de lui laisser la parole, je vous rappelle que la conférence va durer 1 heure, a priori. Après ça, viendra à peu près 30 minutes de questions. Que la conférence est transmise en direct sur notre site internet. Et je vous demande d'éteindre vos téléphones, s'il vous plaît. Sur ce, bonne conférence. Merci beaucoup, Stéphanie. Moi, je souhaite vous accueillir et vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici dans votre très belle ville de Marseille, que j'adore. J'adore venir voir le Mucem et voir tous les quartiers. Donc, je suis très contente d'être ici. Et je souhaite vraiment remercier Stéphanie Chodkowski, Axel Kaletka et Isabelle Champion pour leur invitation à participer à ces jeudis du CNRS. Ça me fait vraiment très plaisir d'être ici. Alors, je vous le disais tout à l'heure, je suis partie en fait d'un constat. Autrefois, la consommation de vin était principalement en Europe. Aujourd'hui, on s'aperçoit que 5 pays consomment la moitié du vin produit dans le monde. Et ces pays sont États-Unis, France, Italie, Allemagne et Chine. J'ai ainsi voulu interroger ces pays. Pourquoi et comment le vin réussit-il à conquérir de nouveaux marchés, notamment au XXe siècle? Et comment est-ce que le vin est perçu et apprécié, pensé, représenté dans ces nouveaux marchés? Alors pour cela, je vais vous emmener dans 3 pays, les États-Unis, la Malaisie, puis la Chine. Alors les États-Unis, j'ai travaillé principalement sur la côte Est et la côte Ouest. Alors la construction du marché du vin aux États-Unis, c'est de la reconstruction, puisqu'il existait des vignobles et une production de vin au 19e, mais bien sûr elle a été interrompue. Donc je vais vous expliquer un petit peu les raisons pour lesquelles le marché du vin s'est reconstruit, notamment à partir des années 60 et tout au long des années 70 et 80. Alors ça a commencé bien sûr par la renaissance de la filière vin. La renaissance de la filière vin, évidemment, en tant que chercheur, je vais souligner la photo en haut à gauche, c'est l'Université de Californie à Davis, qui accueille, qui forme tous les énologues américains et qui reçoit également de jeunes Français, de jeunes un peu partout, de Chine, etc., pour étudier. Et ils ont beaucoup donc travaillé au niveau de la recherche, de l'innovation, et ils ont permis justement de recréer une filière avec des producteurs bien formés. Ensuite, vous avez 2 personnes que je vais mettre en valeur. Alors, bien entendu, il existe beaucoup de producteurs de vin qui ont contribué à cette renaissance de la filière, mais je vais mettre l'accent simplement sur 2 Italo-américains, en fait, je devrais dire 3. En haut à droite, vous avez Ernest et Giulio Gallo, qui sont des Italo-américains qui ont démarré leur production de vin en 1933, juste après la Prohibition. Donc à la fin, à l'abrogation de la Prohibition, ils ont commencé de faire du vin. Et ils sont devenus la plus grosse entreprise vraiment du viticole aux États-Unis. Et ils ont surtout donné au vin une énorme visibilité. Il faut savoir qu'à l'époque, le vin avait disparu des supermarchés, des boutiques. On ne voyait pas de vin sur les rayons. Et les Gallo, les frères Gallo, ont envoyé plein de commerciaux un peu partout et ils arrivaient dans les boutiques avec la Bible à la main pour convaincre les distributeurs et les personnes qui vendaient, etc., de mettre du vin donc, sur les rayons. Donc ils ont fait un travail énorme de visibilité. Et en dessous, vous voyez Robert Mondavi et sa femme Margaret, un homme que j'ai connu et qui était vraiment extraordinaire, un Italo-américain que j'appelle le missionnaire du vin. Car à la différence des Gallo, lui, il souhaitait que le vin de Californie soit l'égal des grands vins français. Donc il avait une ambition dans cet ordre-là, donc de qualité du vin. Et également, il voulait montrer aux Américains
que le vin faisait partie d'un art de vivre, d'un style de vie, ce qu'il appelait un style de vie gracieux, civilisé, agréable, lié à notre histoire. Et il a vraiment beaucoup travaillé sur cela et il a vraiment essayé de faire des vins de très très bonne qualité avec beaucoup d'innovation. En 1979, il s'est associé au baron Philippe de Rothschild et ils ont créé le vin, un des vins les plus chers au monde, qui s'appelle Opus One. Il a vraiment, alors à gauche, vous voyez sa winery, qui est très très belle et qui ressemble vraiment aux haciendas des missions en fait de l'histoire de la Californie. Donc vraiment quelqu'un de très important qui a mis l'accent sur la cuisine, le lien avec la gastronomie, la cuisine, le plaisir de vivre, et il a vraiment fait un travail considérable. Alors ça, c'est la première raison. Et puis bien sûr, on a eu ce qu'on appelle une révolution des wineries. On est passé en 1965, il y avait environ 400 wineries. Donc wineries, ce sont les caves, les domaines, puisqu'ils sont souvent déconnectés des vignobles. On peut très bien avoir une winery et acheter son raisin ailleurs. Donc c'est un terme que je ne traduis même pas. Alors on est passé donc de 400 à peu près en 65, on en a 10 000 aujourd'hui. Et la plupart de ces wineries ont été fondées après les années 70 et 80. Donc c'est vraiment une révolution des wineries, avec on produit du vin partout aux États-Unis. Et puis, en 1976, le jugement de Paris. Alors là nous avons souffert. Un Britannique, Stephen Spurrier, a organisé une dégustation à l'aveugle à Paris. Il avait les caves de la Madeleine et il s'est dit, c'est le bicentenaire, nous allons faire une dégustation de vins américains et de vins français. Donc des grands Bordeaux, des grands Bourgognes et des vins de Napa. Résultat, les Français ont perdu. Les vins californiens ont été classés par des juges français meilleurs que les grands châteaux de Bordeaux et les grands crus de Bourgogne. Alors ça a été un choc pour nous, et pour les Américains, c'était une très bonne nouvelle parce que ça a vraiment contribué à développer le marché, puisqu'ils se sont dit, maintenant nous avons des vins aussi bons que les vins français, qui étaient quand même jusque-là le modèle. Donc ça a vraiment fait décoller le marché. La deuxième raison, c'est l'expansion des arts culinaires. Alors ça commence peut-être à la Maison-Blanche. Vous reconnaissez Jacqueline Bouvier, Madame Kennedy, qui a été la première à recruter un chef français à la Maison-Blanche, René Verdon. La première, pas tout à fait, mais la première depuis Thomas Jefferson, qui est le seul président américain à avoir vraiment contribué beaucoup à la culture du vin, mais lui, il était président en 1800 jusqu'à 1809. Et depuis, il n'y avait pas eu d'intérêt pour la gastronomie. Donc elle a fait cela, elle a révolutionné un petit peu les banquets, la façon de recevoir, elle a beaucoup contribué à donner une image. Et aux États-Unis, les premières dames ont beaucoup d'influence. Ce que fait à la Maison-Blanche, ça intéresse tout le monde. Et puis vous avez à droite une photo de Julia Child. Julia Child, femme extraordinaire, très grande, personnalité extraordinaire. Alors elle avait étudié en France, elle était mariée, avec son mari travaillait à Paris, donc elle a étudié, elle se dit tiens, je vais prendre des cours au cordon bleu. Donc elle est devenue cuisinière, elle savait très bien faire la cuisine, elle est rentrée aux États-Unis et elle a décidé d'écrire des livres et surtout de commencer une émission de télé, la French Chef Series, à Boston en 1963. Et là, ça a été vraiment incroyable parce qu'elle a réussi à montrer aux Américains qu'ils étaient capables de faire la cuisine française, qu'il ne fallait pas en avoir peur ni être intimidé. Et elle m'a dit en 1994, je me souviens qu'elle m'a dit « Enfin, le métier de chef est devenu respectable ». Ça vous dit beaucoup. Et puis j'ai rajouté Playboy. Bon, vous connaissez tous Playboy, mais ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que Hugh Hefner, quand il a donc créé ce magazine Playboy, ne s'intéressait pas seulement aux Playmates, mais en fait il voulait faire des Américains des bons vivants. Et dans le premier exemplaire de Playboy, avec la photo de Marilyn Monroe en couverture, en fait il explique ce qu'est un bon vivant, et il voulait vraiment que les Américains apprennent la classe, la façon de commander des vins, la façon de bien manger, de bien se tenir, etc. Et il a donc recruté Thomas Mario pour Playboy, et ce monsieur écrivait des rubriques sur la gastronomie et le vin dès 1954. Et il a même écrit un livre de cuisine, donc The Playboy Gourmet Cookbook, en 1961. Donc vraiment très important. Un autre mouvement qui a participé au développement de la culture du vin et d'un marché du vin aux États-Unis, c'est une génération, en fait, les baby boomers. Donc les baby boomers, dans les années 60-70, ont pu voyager. Alors non pas comme les élites qui voyageaient autrefois, ils allaient à Paris, sur la Côte d'Azur, dans des grands restaurants, etc. Eux, ils ont réussi à voyager un peu partout. Italie, Espagne, Allemagne et surtout la France. Et surtout, la Provence. La Provence les a marqués. Ils ont découvert la cuisine régionale, les recettes. Alors je me suis fait plaisir, j'ai mis des choses que j'aime bien, l'aioli, etc., la ratatouille, des plateaux de fruits de mer. Bon. Alors ils ont découvert la cuisine simple.
C'est-à-dire pas la cuisine du Ritz ou des grands restaurants parisiens, mais une cuisine régionale avec différentes recettes. Et ils ont été vraiment, pour eux, ça a été une découverte extraordinaire parce qu'à l'époque, aux États-Unis, on mangeait des choses vraiment qui n'avaient pas beaucoup de goût. Hein, le pain sous plastique, enfin, c'était très difficile de trouver des plats de qualité. Et ils ont été vraiment, ils ont découvert les bistrots, le terroir, qu'est-ce que c'est que le terroir? Et puis, ils ont découvert surtout leurs papilles. Et ils ont utilisé, j'ai interviewé beaucoup de baby boomers, et ils m'ont dit, mais ça a été une conversion. Parce que jusque-là, on ne savait même pas que nous avions cette capacité à déguster, à ressentir et à avoir du plaisir à manger. Et ça a été vraiment quelque chose de très fort pour eux, une conversion. Et ils ont découvert the good life, la belle vie à la française. Ça les a vraiment complètement... voilà, ça a été un choc pour eux. Et bien sûr, quand ils sont rentrés aux États-Unis, ils ont voulu retrouver ce qu'ils avaient connu en France, et certains ont démarré d'ailleurs des vignobles, hein, ils sont devenus producteurs de vin. Alors un mouvement très important également aux États-Unis, ça s'appelle la contre-culture. La contre-culture, donc c'est les années 64 jusqu'à 1972, c'est un mouvement politique bien entendu qui s'oppose à la guerre du Vietnam, qui s'oppose à l'industrialisation du pays, au côté matérialiste, enfin qui rejette toutes les valeurs un petit peu des années 50. Et il se traduit au niveau alimentation et vin par une révolution contre le bœuf et le bourbon. Pourquoi le bœuf? Bon, le bœuf, vous comprenez pourquoi. La culture américaine, c'est la viande, c'est le hamburger, etc. Et le bourbon, eh bien, c'était la boisson préférée des parents qui envoyaient ces jeunes à la guerre. Donc voilà un petit peu dans l'esprit dans lequel ils étaient. Et c'est pour cela qu'ils ont réussi, enfin ils ont décidé de ne plus consommer de bourbon et de consommer du vin. Et à l'époque, le vin était très mal perçu. Il était déjà de mauvaise qualité aux États-Unis. On l'associait aux Italo-Américains, donc bon, c'était pas tellement mis en valeur. Alors ils ont commencé à faire du vin rouge et à en consommer avec de la marijuana. Il paraît que c'était très agréable. Bon. Et puis il y en a un qui m'a dit qu'il était le vigneron d'ail. Ils expérimentaient beaucoup. Là, il m'a vraiment déconseillé d'essayer. Il m'a dit que c'était imbuvable. Et ils ont surtout découvert et revendiqué, je dirais, des valeurs telles que le plaisir. C'est vraiment de la contre-culture. Le plaisir et l'authenticité. Le mot plaisir est un mot que l'on n'entend pas aux États-Unis. Même maintenant, c'est très très difficile pour les gens, pour les Américains, de le prononcer. Hein. Ils vont trouver toutes sortes de raisons, de motivations, mais dire qu'ils ont du plaisir, notamment dans le plaisir de manger et de boire, c'est un peu difficile au vu de leur histoire. Et puis, il y a eu une révolution culinaire californienne, puisque Alice Waters, elle faisait partie du Free Speech Movement, elle était donc impliquée dans la contre-culture, et elle est allée, en 71, elle était à Berkeley, et elle a décidé d'ouvrir un restaurant, que vous voyez ici, chez Panis. Alors évidemment, ça vous parle. Hein. Alors chez Panis, pourquoi? Parce qu'elle était allée en Provence. Dans les années 64-65, elle avait passé un petit peu de temps en Provence, et elle avait adoré la cuisine, les paysages, les films de Pagnol, le vin, tout. Et elle s'est dit, je vais faire exactement la même chose. Et elle est devenue chef, elle est devenue un des plus grands chefs américains, en ayant appris elle-même, hein, c'est extraordinaire. Et elle fait aujourd'hui partie d'un mouvement que vous connaissez certainement qui s'appelle Slow Food. Voilà. Donc un mouvement qui s'oppose à fast food, etc., qui a été fondé en 89 par Carlo Pietrini, et elle est impliquée dans ce mouvement, et ce n'est pas étonnant, puisqu'elle était déjà dans la contre-culture, donc Slow Food, c'est aussi un mouvement de contre-culture, quelque part. Hein. Donc très important. Alors un autre mouvement qui a contribué aussi au développement du vin, dans les années 70, l'État, et notamment le secteur de la santé publique, s'est posé beaucoup de questions. Il s'est dit que les Américains consommaient trop d'alcool, mangeaient trop de graisse, ne faisaient pas d'exercice, fumaient trop, etc. Il était temps de vraiment changer cela. On a commencé à avoir beaucoup de recherches épidémiologiques à ce moment-là. Donc c'est la raison pour laquelle on a dit aux gens, bon, ça ne va pas du tout ce que vous faites. Donc il y a eu des campagnes contre les déjeuners qui étaient arrosés de 3 martini gin. Donc c'était vraiment pas bien. Donc on a dit aux gens, non, il faut arrêter. Alors les Weight Watchers, c'est un mouvement qui a été créé aux États-Unis en 1963. Elles ont recommandé aux femmes de consommer des spritzers. Alors spritzer, c'est du soda avec du vin blanc. Voilà, donc spritzer, plutôt que de consommer des pina coladas, des cocktails un peu trop caloriques, etc. Et puis, on a commencé à dire aux gens qu'il fallait consommer du chablis pour être mince. Mais alors le chablis, vous imaginez, venant de Bourgogne, ce que je pense, ce n'est pas le chablis de Bourgogne, vous vous en doutez. C'est ce que vous voyez en haut à droite. Celui-là, c'est Carlo Rossi, c'est une marque de galop, c'est-à-dire un vin qui n'est pas du tout un vin de chardonnay, et qui est un vin
acceptable, vendu dans des bouteilles, alors des grandes carafes comme ça, des jug wine, de 4 litres, etc., un très bon prix, mais c'est un vin de qualité, j'allais dire, constante, régulière, et pourquoi pas, et ça a fait vraiment découvrir le vin, même si après, bon, les Américains ont bougé un peu, mais bon, pourquoi pas. Et puis, on a commencé à planter du chardonnay, parce que bien sûr, c'était l'ère du vin blanc, et l'ère du vin blanc froid. Les Américains ont lancé la mode du vin à l'apéritif. Ils ne consomment pas le vin, enfin, ils ne consommaient pas le vin pendant le repas. C'était vraiment à l'apéritif. Ça remplaçait tous ces cocktails, etc. Donc, on a commencé à avoir du vrai vin blanc, du chardonnay. Alors, dans les années 80, vous avez l'apparition d'un groupe de personnes qui s'appellent les Yuppies, les Young Urban Professionals, qui sont des jeunes cadres dans la banque, la bourse, etc., notamment dans les grandes villes, New York, mais pas que. Et le vin est à ce moment-là devenu, il y avait une grande prospérité, le vin est devenu un moyen de montrer sa réussite sociale, de montrer sa fortune. C'est le moment où on a commencé à créer des caves instantanées. Alors vous aviez des Américains qui arrivaient chez le caviste, voilà, je voudrais pour $10 000 ou $20 000 de vin, noté par les personnes que vous voyez ici, voilà, instantané. On a vraiment voulu montrer sa réussite à travers cette culture du vin. Alors, je l'appelle symbole de sophistication parce qu'il ne suffisait pas quand même simplement d'avoir de l'argent et d'acheter du vin très cher ou du vin de très bonne qualité, pas forcément très cher. Ça c'est pour les nouveaux riches, c'est pas intéressant. Non, il fallait montrer que l'on était capable de connaître, savoir choisir. Savoir choisir, ça c'est le mot le plus important, savoir choisir. Et alors pour savoir choisir, il faut étudier. Ça prend des années, c'est difficile le vin quand même, c'est complexe, c'est largement. Et on a besoin de cours. Alors vous avez à gauche et en haut à droite, vous avez une photo d'une école qui s'appelait Windows on the World, c'était un restaurant aussi. Et à gauche, vous avez le professeur Kevin Thrally et Andrea Himmer, sommelière. Et en fait, ces deux personnes ont organisé des cours sur le vin pendant de très nombreuses années. Donc le restaurant se situait au World Trade Center, au 107e étage. J'ai eu la chance de suivre leurs cours et de pouvoir observer la manière dont le vin était considéré par les participants qui étaient tous donc dans les affaires, la bourse, etc. Des gens assez jeunes qui gagnaient beaucoup d'argent. Et ils voulaient, c'était très compétitif comme ambiance, ils voulaient absolument savoir combien il faut payer pour ne pas avoir l'air ridicule, qu'est-ce qu'il faut offrir à son partenaire avocat, etc. Ou bien qu'est-ce qu'il faut, voilà, comment commander du vin au restaurant, comment reconnaître s'il est bon ou pas, etc. Et ils ont eu donc besoin de ces cours et ils suivaient ces cours le soir. C'est des cours extrêmement chers. Et les personnes que vous voyez en blanc, en fait, ce sont des personnes qui étaient volontaires, donc qui ne payaient pas le cours, mais qui devaient donc verser les vins à tous les participants en échange de le droit de pouvoir écouter. Le professeur Kevin Thrally est formidable. D'ailleurs, il a écrit plein de livres. Il est considéré comme un des plus grands professeurs américains sur le vin. Et Andrea Himmer, récemment, j'ai vu qu'elle était au Culinary Institute, un French Culinary Institute, donc elle est toujours très impliquée. Et puis, bien sûr, vous reconnaissez certainement le juge suprême de la cour du vin, peut-être, on peut dire comme ça, Robert Parker. Robert Parker, qui a démarré son activité en 1978, il était avocat. Et pourquoi est-ce qu'il s'est pris de passion pour le vin? Parce qu'il était allé en Alsace rendre visite à son amie, à sa fiancée, qui est devenue sa femme. Il a découvert les vins en Alsace et il s'est vraiment pris de passion. Il a un palais assez extraordinaire et il a vraiment fait et défait des réputations. Et on a toujours compté sur lui. Les Américains ont apprécié son côté indépendant, le fait qu'il utilise une notation sur 100. Parce que jusqu'à présent, les critiques énologiques utilisaient des appréciations sur 20, un petit peu notre système à la française. Mais pour un Américain, sur 20, ça ne veut rien dire. Sur 100, c'est ce qu'on utilise à l'université. Donc là, c'était vraiment très bien trouvé. Et il a donc publié une revue qui s'appelait Wine Advocate, beaucoup de livres également, et il a été vraiment suivi par toutes ces personnes qui justement allaient dans les magasins et regardaient les vins et choisissaient des vins. Vous avez dans les boutiques, etc., vous avez des caisses de vin ou des bouteilles, et vous avez la note de Parker. Donc vous avez Parker, la note, 90, 95, etc. Et puis à côté, vous aviez parfois dans d'autres, vous aviez la note du Wine Spectator. Je n'ai pas mis une photo ici, mais le Wine Spectator, créé par Marvin Shanken, était également un magazine très intéressant pour la culture du vin, pour la développer, mais peut-être plus connu pour des articles de fond sur le vin, alors que Parker, c'était vraiment la notation. Et il a fait le marché, y compris en France. D'ailleurs, on lui a donné la Légion d'honneur. Alors donc très important pour les Américains de savoir choisir. Alors ce qui a fait quand même le plus de bien au marché du vin aux États-Unis, c'est nous, c'est le paradoxe français. Alors le paradoxe français, pourquoi? Ça faisait plusieurs années, donc déjà les médecins le savaient.
Alors bon, j'ai été invitée par ce médecin, le docteur Paul Shelton, qui m'a dit, mais nous avions créé une association des amis du vin, donc parmi les médecins. Nous savons depuis toujours, depuis longtemps, que le vin est bon pour la santé, mais il était absolument interdit d'en parler, de le recommander, même d'en parler, etc. Bon, voilà. Par contre, en revanche, Morley Safer, grand journaliste de CBS 60 Minutes, extrêmement réputé, très grande qualité de travail, etc., il a décidé d'organiser en novembre 91 une grande émission sur le vin, sur les bienfaits du vin pour la santé. Et il a invité 2 experts. Il a invité, alors vous voyez à droite, Serge Renaud, qui est à l'origine de beaucoup de recherches justement sur le paradoxe français, qui était à l'INSERM de Lyon, et puis le professeur Curtis Ellison à Boston University. Alors, j'ai eu la chance de l'interviewer aussi. Et il expliquait que c'était la première fois que l'on pouvait parler publiquement dans un contexte de nouvelle tempérance, de santé publique qui s'attaque à l'alcool, qui traite l'alcool de drogue, etc. C'était la première fois que l'on pouvait dire quelque chose de positif sur le vin. Et Morley Safer, il a terminé l'émission en disant, eh bien, une fois qu'on a entendu les experts, etc., les Français, ils mangent gras, du fromage, de la crème, ils ont du canard, etc., et ils vivent beaucoup plus longtemps que nous, et en plus, ils n'ont pas de maladies cardiovasculaires, en tout cas beaucoup moins que les Américains. La différence est assez importante. Et il a donc pris un verre de vin, et il a dit, eh bien voilà, c'est ce qu'il nous faut, un verre de vin rouge. Du jour au lendemain, je dis bien du jour au lendemain, j'étais aux États-Unis à ce moment-là, dans les années 90, du jour au lendemain, le marché a changé. Les cavistes ont vu arriver des personnes âgées leur dire j'aimerais un vin qui fasse baisser mon taux de cholestérol. La motivation n'était pas le plaisir, n'était pas le goût du vin, c'était simplement une raison de santé. Et on a vu le marché changer complètement. Les femmes, vous vous rappelez du vin blanc, les femmes qui jusque-là ne buvaient que du vin blanc, parce que le vin rouge leur donnait mal à la tête. C'est amusant parce que nous, c'est l'inverse, on dit que c'est plutôt le vin blanc, mais aux États-Unis, c'était le vin rouge qui donnait mal à la tête. Du jour au lendemain, le vin rouge ne leur a plus donné mal à la tête. Et donc, ils sont passés vers une consommation de vin rouge. Ça a été, pour moi, le phénomène de tout ce que je vous ai expliqué, le plus important pour le développement d'une culture du vin et surtout d'un marché du vin, peut-être plus que d'une culture du vin. Alors, en conclusion, pour les États-Unis, on peut dire que tempérance pendant un siècle, la prohibition quand même assez longtemps, ils sont devenus le premier pays consommateur au monde, le 4e pays producteur. Il faut savoir qu'il y a, je vous disais, 10 000 wineries. 87% de la production américaine est en Californie. C'est vraiment la Californie qui est le centre du vin. Premier pays importateur en valeur et le premier marché en valeur pour les vins français. Alors évidemment, je relativise tout cela. C'est pour ça que je vous donne le chiffre de par habitant par an, la consommation est de 12 litres, 4. Nous sommes à, alors suivant les chiffres, je vois entre 47 et 50 litres par habitant par an. Vous voyez un petit peu la différence. Alors, ça veut dire qu'on consomme du vin, j'ai appelé le titre, j'ai mis des côtes américaines, parce que c'est vrai qu'on consomme surtout du vin, côte est, côte ouest, et puis également le Texas. Mais c'est vraiment l'Illinois, et voilà. Mais c'est vraiment surtout sur les côtes. Alors, en Californie, on consomme plutôt du vin californien, et sur la côte est, on consomme beaucoup de vin importé. Donc, traditionnellement, on continue de faire venir du vin importation. Voilà. Et alors, en valeur, la France est numéro 1, toujours, suivi de l'Italie, l'Espagne, l'Australie et le Chili. Alors maintenant, nous continuons notre voyage vers la Malaisie. Alors la Malaisie, je vais surtout vous parler de la péninsule, donc ce que j'appelle la péninsule, et notamment la côte, où vous voyez les villes de Melaka, de bien sûr Kuala Lumpur, la capitale, et de Georgetown. Donc, je vais vous montrer des photos. Alors j'ai une passion pour Kuala Lumpur que j'adore, et j'adore les Twin Towers, qu'on appelle les Petronas Towers, qui sont absolument sublimes. Je vous montre cette photo parce que vous voyez ici le modernisme du pays. C'est vraiment, vous avez les gratte-ciel, etc. Et puis en dessous, vous avez un quartier, la boutique Bintang, où vraiment on peut déjeuner, dîner à des prix extrêmement extraordinaires, vraiment très bas, et on peut faire des banquets magnifiques. Et c'est à Kuala Lumpur également, et c'est absolument magnifique, mais on mange sur des tables en plastique, etc. Et il n'y a pas du tout d'alcool. Voilà. Alors, ce que vous voyez à droite, les 2 photos de droite, je les ai prises à Toulouse, dans mon université. Nous avons un partenariat avec Tyler's University à Kuala Lumpur, et nous recevons tous les ans une centaine de Malaisiens qui viennent donc passer une semaine en France, à Paris, à Toulouse, etc. Et à la fin de la semaine, ils font un spectacle. Alors là, ils ont fait un spectacle et ils avaient donc revêtu leur costume traditionnel. Et je trouve les photos intéressantes parce que vous voyez tout de suite la composition de la société malaisienne, et c'est très important de comprendre ce point. Vous avez la jeune fille qui est entièrement voilée, sur votre gauche, en haut, là, et elle est malaise, donc elle est musulmane.
Ensuite, vous avez les chinoises. Alors, vous avez 2 photos, je crois, hein, la petite chinoise avec la petite robe courte, hein, bien brillante. Alors, les Chinois représentent 23-25% de la population. Hein. Et puis, vous avez l'indienne, les Indiens. Donc, devant, vous avez une photo d'une jeune fille en sari. Les Indiens, environ 7% de la population. Alors, c'est assez important de comprendre cela. Alors, le marché malaisien, il a également plusieurs raisons pour lesquelles il s'est ouvert au vin. Alors tout d'abord, c'est le Premier ministre de l'époque, qui est d'ailleurs aujourd'hui encore Premier ministre, hein, il est revenu au pouvoir l'année dernière, à 90 ans je crois, donc le docteur Mahathir Mohamad, il a été Premier ministre et il avait une vision qu'il appelait la vision 2020, il souhaitait que son pays soit un pays développé en 2020. Voilà. Alors ça n'a pas été atteint, mais en tout cas c'était un vœu. Et pour cela, il a ouvert le pays aux investisseurs. Il a ouvert le pays, il voulait que le pays devienne un pays de services, de haute technologie, que l'enseignement soit développé, etc. Donc beaucoup de partenariats, beaucoup d'accords. Et vous voyez un peu les chiffres du tourisme. Le pays s'est vraiment ouvert. On est passé de 5 millions à plus de 25 millions. Et encore, ça stagne un petit peu cette année. Mais 25 millions de voyageurs qui vont en Malaisie. Alors beaucoup de voyageurs, bien sûr, des pays limitrophes, beaucoup en Asie, mais aussi beaucoup de Saoudiens, beaucoup de personnes du Moyen-Orient. On voit vraiment beaucoup de touristes, y compris États-Unis, Britanniques aussi. La Malaisie est une ancienne colonie britannique jusqu'en 1957, donc tout le monde parle anglais, on s'est enseigné à l'université, donc c'est très facile de voyager voilà, si on parle anglais. Et puis, bien sûr, quand on a ouvert le pays, les hôtels de luxe sont arrivés. Des grands hôtels, des grandes chaînes hôtelières américaines, européennes se sont installées en Malaisie, notamment dans la capitale, Kuala Lumpur, mais aussi dans les centres vraiment de balnéaires, enfin de vacances, on va dire, de touristes. Et bien sûr, ils ont ouvert des restaurants de style, ce qu'on appelle là-bas continental, donc occidental, de style occidental. C'est-à-dire des restaurants qui n'étaient pas... La cuisine malaisienne est très riche. Vous avez la cuisine chinoise, les cuisines chinoises, je devrais dire. Vous avez la cuisine indienne, les cuisines indiennes. Vous avez la cuisine malaise. Vous avez énormément de choix. Vous pouvez manger coréen, japonais, tout ce que vous voulez. Mais vous n'aviez pas vraiment ces cuisines occidentales, européennes. Et les restaurants qui ont été ouverts étaient souvent des restaurants français. Avec ces restaurants français, on a eu des cartes des vins. Les Malaisiens ont découvert le vin à travers ces restaurants. Et puis, une chose importante, quand je suis arrivée en Malaisie, j'ai interviewé donc, tous les sommeliers en fait, de Kuala Lumpur. Et j'ai été vraiment frappée par leur passion, par leur vision. Il n'y a pas de production de vin en Malaisie. À l'époque, il n'y avait aucun moyen d'apprendre. Il n'y avait pas d'école de sommelier, il n'y avait pas d'école de rien du tout. On n'enseignait pas le vin, on n'en parlait pas. C'était bon. Et ils avaient vraiment une façon d'en parler, un amour du vin et une vision et vraiment une entraide. Ils se sont réunis, ils ont appris à déguster, ils ont compté bien sûr sur les producteurs, notamment français, qui sont venus. Et c'était vraiment extraordinaire. Alors en voici un, dans un restaurant japonais. Donc vous voyez les bouteilles de vin et puis à côté vous avez du saké. Voilà. Et puis là, c'est la nouvelle génération. Enfin, c'était la première année, c'était en 2012, je crois. Il y a eu la première... le premier concours en fait, de sommelier organisé dans un grand hôtel. Et voilà, j'ai trouvé ces jeunes, bon, ils étaient vraiment... Vous reverrez d'ailleurs l'un d'entre eux parce que je l'ai pris en photo aussi ailleurs. Voilà, donc vraiment des gens formidables. Alors, ce qui m'a le plus étonnée, en arrivant en Malaisie, je ne m'attendais absolument pas à trouver des belles boutiques de vin, des belles caves, et puis surtout des sommeliers, y compris musulmans. Alors je me suis demandé, mais comment est-ce que le vin a pu être légitimé dans un pays musulman qui interdit bien sûr la vente, la consommation de l'alcool chez les musulmans, mais aussi pas de publicité, enfin c'est quand même assez strict. Alors certains m'ont dit, mais nous dégustons avec le nez seulement. Pourquoi pas ? Ensuite, ils ont parlé de l'initiation du personnel. Alors, ils n'obligent pas les serveurs, par exemple, un serveur qui refuserait d'avoir affaire au vin, de toucher des bouteilles ou de servir, peut le faire, il peut refuser, mais ils leur demandent, ceux qui acceptent, donc de goûter, de prendre une petite cuillère de vin, donc pas forcément beaucoup, mais simplement pour être capable de connaître et puis de pouvoir en parler à leurs clients. Mais ils respectent tous le ramadan. Pendant le ramadan, sommelier, personne ne consomme de vin. Et puis, là-bas, le vin est aussi un business. On a vu le tourisme, il y a beaucoup d'expatriés également en Malaisie. Pour eux, les gens veulent du vin, on leur donne du vin. Ça ne se pose pas comme question, c'est du business. Après, ils ont aussi parlé, les papilles. C'est intéressant ça, parce qu'on l'a déjà entendu aux États-Unis. Et à nouveau, en Malaisie, ils ont parlé des papilles. Et ils m'ont dit, en fait, nous avons un palais, nous sommes capables de déguster, mais c'est Dieu qui nous a donné cela. Il faut le respecter. On a quelque chose, on n'a pas été créé comme ça pour rien. Il y a une raison. Donc, voilà. Et puis, une autre raison très différente pour parler du vin,
le vin, c'est une boisson fermentée. Et on l'entend dans beaucoup de cultures, il y a une différence entre les boissons distillées et les boissons fermentées. Les boissons fermentées ont une meilleure image, quelque part. Peut-être parce qu'on se dit, bon, on les laisse, ça fermente tout seul. Voilà, on n'est pas dans la chimie, enfin, je ne sais pas. Voilà, donc c'est fermenté. C'est une boisson de modération. Donc ils mettent beaucoup l'accent sur cela. Ils disent, en fait, le Coran interdit l'ivresse, mais pas une boisson consommée de façon modérée. Et le vin nous enseigne, hein, on le déguste, on prend du temps, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose, voilà. Et bien sûr, la santé, hein, le paradoxe français a aussi traversé hein, les frontières. Alors, l'émergence du marché du vin, bien sûr, vous le comprendrez, c'est surtout pour les Chinois. Hein, ce sont les Chinois qui consomment le vin en Malaisie. Ils ont déjà une culture de l'alcool. Donc pour eux, il n'y a pas de tabou. Hein, ils n'ont pas du tout une culture qui considère l'alcool comme quelque chose de mauvais. Non, pas du tout. Ils ont d'ailleurs intégré l'alcool dans toutes leurs cérémonies, les fêtes, les festivals, etc. Les repas d'affaires sont arrosés d'alcool. Ils font des cadeaux pour honorer quelqu'un. Ils vont faire un cadeau. Ils vont offrir une grande bouteille de cognac, par exemple, etc. Donc pour eux, c'était pas... Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'ils sont passés donc des boissons... des spiritueux, on va dire, hein, vers le vin, au vin. Comment est-ce qu'ils ont fait cela? Eh bien, cela tient à la politique du pays. En fait, vous vous rappelez l'image que je vous ai montrée au début avec les 3 ethnies différentes. En fait, dans la Constitution, puis ensuite dans la politique malaisienne, on a privilégié les Malais. On les considère comme les enfants du sol. On leur donne des privilèges à l'université, par exemple, les universités publiques, pour acheter une maison, pour être fonctionnaire. Donc, vraiment, ils ont des privilèges énormes. Et les Chinois n'ont pas tous ces privilèges. Et à l'époque, il n'y avait pas forcément beaucoup d'universités privées pour les recevoir. Et très souvent, ils sont partis à l'étranger étudier. Où sont-ils allés? Dans les pays anglophones. Ils sont partis principalement au Royaume-Uni, parce que c'était une colonie britannique avant. Donc ils sont partis au Royaume-Uni, ils sont partis aussi aux États-Unis, etc. Et ils ont découvert, et bien sûr en Australie, hein, j'oublie l'Australie qui est vraiment toute proche. Ils sont partis en Australie et ils ont découvert une culture du vin. Ils sont également partis travailler notamment à Singapour. Singapour n'est pas très loin. Et Singapour, c'est un très gros marché pour le vin, avec beaucoup de connaisseurs, beaucoup de restaurants, une véritable culture du vin très développée. Donc ils ont découvert en fait toute cette culture du vin lors de leurs études ou lors des emplois qu'ils ont pu occuper à l'étranger. Et puis la distinction générationnelle, c'est un point important aussi, car ce mouvement en fait vers le vin a été initié aussi beaucoup par les jeunes. Ce sont les jeunes qui ont décidé de ne plus consommer comme leurs parents. Donc les parents souvent consommaient du cognac par exemple, et ils ont décidé de consommer du vin pour se distinguer, hein, pour ne pas faire comme leurs parents. Et l'image du vin en Malaisie, elle est très positive. Alors elle est associée à des histoires d'argent, c'est-à-dire de pouvoir financier. Ça veut dire qu'on est lié aux affaires, on a peut-être une grande entreprise qui va financer, etc. Donc il y a tout ce côté-là. Et puis en même temps, le raffinement, le savoir-faire, le savoir-vivre, etc. à la française. Le cosmopolitisme, bien sûr, puisqu'ils ont beaucoup voyagé pour leurs études, etc. Donc ils ont aussi cette image de, voilà, nous sommes cosmopolites. Également, la séduction et le romantisme que l'on retrouve, d'ailleurs aux États-Unis, j'en ai pas beaucoup parlé. Si vous invitez une femme, vous allez lui servir du vin, c'est quand même mieux. Et en même temps, la relaxation et la santé. Alors la relaxation, moi je voyais des groupes consommer du vin, fumer en même temps, voilà, et puis bien s'amuser, bien discuter, voilà, très drôle. Et puis la santé pour des Chinois, c'est extrêmement important. Et ils ont un concept extraordinaire, parce que j'étais vraiment étonnée de voir même mes étudiants, donc des gens de 20 ans, qui connaissaient absolument par cœur tous les plats qu'il faut consommer quand on a tel problème, ceux qu'il ne faut pas toucher quand on a tel autre problème. Ils ont une connaissance pointue de l'alimentation comme santé, en fait. Hein. Ils ne se soignent pas avec des médicaments, mais avec des aliments. Quand on leur dit que le vin est bon pour la santé, notamment le vin rouge, pour eux, c'est tout à fait logique. C'est quelque chose qu'ils peuvent comprendre et qu'ils peuvent apprécier et vraiment accepter. Donc, c'est ce qu'ils ont fait. Alors, je vais vous montrer des photos. Alors, une bibliothèque d'un nouveau genre. Alors là, c'est Vintry, à Kuala Lumpur. J'étais avec une importatrice chinoise, enfin chinoise malaisienne. Alors, les Malaisiens disent « nous sommes chinois-malaisiens ». Parce que moi, au départ, je disais « malaisiens-chinois », un peu comme les Italo-américains, etc. Non, non, non. Nous sommes chinois-malaisiens. On est chinois d'abord, hein, c'est très important. Alors, et à côté, vous avez Muni, une de mes étudiantes qui travaillait aussi sur le vin, qui maintenant est en Australie d'ailleurs. Alors, bibliothèque d'un nouveau genre, pourquoi? C'était un moyen de toucher les bouteilles, de pouvoir diminuer un petit peu
la peur des Malaisiens, l'embarras, on ne sait pas trop, on ne connaît pas bien le vin, on n'en a pas trop vu. Alors, Vintry, enfin, le propriétaire, expliquait qu'il a voulu que les bouteilles, on peut les prendre, c'est une bibliothèque, hein, on se prend comme des livres, on prend les bouteilles, on les tourne, voilà, et puis on peut s'installer, et on y mange très bien, et on boit de très très bonnes choses, et les vins sont classés par région. Alors, vous avez soit par cépage, soit par région, c'est assez intéressant. Et puis donc Edmund, là, qui était très fier de vendre cela. Alors ici, vous avez un grand hôtel, Eastern and Oriental Hotel, qui avait été construit, je crois, en 1885. Et cet hôtel a été transformé, donc il est toujours un hôtel, et on voit énormément de bouteilles. Logique, hein, c'est un grand hôtel, très luxueux, etc., à Penang, dans un quartier magnifique, et vous avez donc un tonneau coupé, là, avec plein de bouteilles partout, du champagne, etc. Donc ça, on ne se croit pas vraiment en Malaisie. Alors ici, vous avez une boutique de vin qui fait également restaurant avec la gestionnaire. Et vous voyez ici ce que l'on vous sert et le type de décoration. On peut prendre le vin, donc pareil, on peut prendre la bouteille et l'emmener au restaurant, simplement, et on peut consommer au restaurant. Et vous voyez que les bouteilles sont assez faciles à toucher. Et puis le restaurant, on pourrait être partout. Ça pourrait être en Italie, en France, etc. Alors maintenant, cette photo, elle est assez intéressante. En fait, il y a deux endroits différents. En haut à gauche, c'est un très grand restaurant. Un collègue m'a dit on va aller dans un des plus grands restaurants on va à Port Klang, on va aller très loin, on va conduire longtemps. Et le restaurant était... alors, on ne voit pas de porc. Ça veut dire que les musulmans pouvaient aussi y aller. Il y avait d'ailleurs des familles musulmanes à côté de nous. Et on mange sur des tables en plastique. Il n'y a pas du tout d'alcool. Et par contre, on fait des banquets extraordinaires. C'est fabuleux. Voilà, mais pas d'alcool. Et puis en dessous, vous avez ce que l'on appelle les food courts. Alors on commence à connaître le concept maintenant ici aussi, où vous avez plein de petits restaurants différents dans un même lieu, et donc vous choisissez ce que vous voulez, on vous apporte et vous mettez au milieu. Alors là aussi, vous avez des types de cuisine de partout, y compris, la photo est un peu coupée, mais marqué western, aussi de la cuisine occidentale. On consomme beaucoup de soupe et on ne consomme pas d'alcool. On n'en propose pas. Alors, je pars sur Malacca qui est au sud de la Malaisie, une très très belle ville, très traditionnelle, enfin avec plein de choses intéressantes à voir. Et puis je vois ce restaurant, vous voyez, vert, marqué Raffles. Je me dis, tiens. Et je découvre ceci, extraordinaire. On se croit en Grande-Bretagne, plus ou moins, avec des tableaux, des tables, des belles chaises, du verre, etc. Et surtout, confrérie de la chaîne des rôtisseurs Bailliage de Malaisie. Intéressant. Le propriétaire, Jimmy Koo, est avocat. Et alors il m'a raconté sa vie, il a voyagé, il a été taxi en Angleterre, il a fait tout un tas de choses. Il est rentré et puis en dehors de son activité première, il a ouvert ce restaurant et il reçoit des amis, il reçoit qui il veut. Donc, assez intéressant de voir cela. Alors si on conclut pour la Malaisie, c'est un marché du vin, bien sûr, principalement orienté vers les Chinois. Il est absolument impossible de parler d'autres consommations. Les Indiens commencent à venir au vin, mais c'est encore ils représentent 6-7% de la population. Donc c'est vraiment les Chinois. C'est bien sûr lié au tourisme et aux expatriés. Il y a beaucoup d'expatriés. Il y a également un programme de deuxième maison. Donc si on a de l'argent, on peut acheter une maison, on peut s'installer en Malaisie. Il y a beaucoup d'expatriés. Et puis c'est associé toujours à la cuisine occidentale. C'est vraiment lié à ces restaurants occidentaux, à cette façon de manger. Et le vin a une image très moderne, très classe, très cosmopolite. On l'a vu déjà. Alors les vins importés viennent principalement d'Australie, de France, du Chili, d'Italie et de Nouvelle-Zélande. Nous avons perdu le marché que nous avions autrefois. On était les numéros 1. On a été battus par les Australiens. Poursuivons le voyage vers la Chine. Alors l'émergence d'un marché en Chine, beaucoup de raisons pour l'expliquer. Alors, avant de vous exposer ces différentes raisons, on peut peut-être parler de la façon de consommer en Chine. La Chine est le premier consommateur de spiritueux au monde et le premier producteur de bière. Donc déjà, ça vous donne une petite idée. Alors, en Chine, on consomme beaucoup d'alcool blanc, qui sont assez forts, 38 à 65 degrés, notamment le baijiu, qui est vraiment la boisson la plus consommée, la plus traditionnelle, qui est faite à partir de sorgho, de riz ou de blé ou de maïs. Et la pratique, c'est de porter des toasts. On porte des toasts, alors je l'ai vu aussi en Malaisie, Gambay, on fait du bruit et hop, cul sec. Voilà, on fait beaucoup de toasts. Et l'alcool est intégré aux cérémonies. Alors toujours les cérémonies de famille, les anniversaires, les grands festivals, les fêtes, le Nouvel An chinois, bien sûr, toutes les affaires aussi, la façon de faire des cadeaux pour honorer quelqu'un ou pour rendre ce que l'on a reçu. Donc c'est vraiment intégré à la société, c'est pas utilisé forcément de façon courante.
La bière l'est beaucoup plus, mais c'est quelque chose de très important dans la façon justement de créer du lien entre les personnes. Et puis bien sûr, ils consomment de la bière, une petite photo. Le cognac, j'ai mis aussi. Donc le cognac, c'est le prestige. C'est vraiment quelque chose, les bouteilles peuvent coûter très très cher, c'est aussi pour faire des cadeaux, c'est beaucoup de prestige. Et puis ils ont également des boissons à base de céréales fermentées, mais ça ne représente pas un grand marché. C'est principalement avec du riz. Alors le vin, je l'appelle un exercice de traduction, et je remercie d'ailleurs mon collègue en passant, Guillaume Giroir, de l'Université d'Orléans, parce qu'on a beaucoup travaillé, il a présenté beaucoup de recherches dans notre groupe de recherche, on a beaucoup discuté, on a beaucoup travaillé ensemble. Voilà, alors lui, et ce que j'ai pu aussi bien sûr étudier, la Chine c'est complètement différent parce qu'il n'y a pas de culture du vin à proprement parler. On a même une différence de façon de consommer, puisque je vous disais, on est dans le toast, on va boire cul sec, donc on n'est pas dans, on regarde la boisson, on regarde, on prend du temps, on tourne le verre, etc. Donc c'est pas ça. Et puis la façon de manger est très différente. Nous, c'est séquentiel. On a des entrées, des plats, des fromages, des desserts, on a différents vins qui vont accompagner, alors que là-bas, on vous apporte tous les plats en même temps. Ils sont sur la table, ils forment un cercle, un centre, et puis chacun se sert. On n'a pas donc différentes boissons. On va utiliser par exemple du baijiu ou de la bière, mais on ne va pas avoir différents types de boissons. Donc on a vraiment une façon différente de penser. Il y a également des cuisines très très diverses. Très diverses. Certaines cuisines sont très épicées, donc vont mal s'accommoder du vin. Et puis, il n'y a pas de vigneron. La terre appartient à l'État. Il n'y a pas de vigneron, on n'a pas vraiment de famille ou de personnes qui vont pouvoir transmettre un patrimoine, pas de coopérative. Et le mot pour dire vigneron, ça se dit, alors je ne vais même pas le prononcer parce que quelqu'un parle chinois. Monsieur, vous êtes allé en Chine, non? Peut-être vous pouvez prononcer pour moi. Oui, ah oui, mais vous pouvez prononcer le mot là? Non. Non, vous pouvez prononcer le mot? Non, on ne le prononce pas alors, voilà. Alors ça veut dire en tout cas maître fermenteur d'alcool. Bon. Ça vous montre que même le mot vigneron, c'est fermenteur d'alcool. C'est l'alcool dans le raisin, dans le vin, c'est l'alcool qui est intéressant. C'est la transformation, c'est vraiment toutes ces mutations qui se passent. Et le vin, ça se dit alcool de raisin. Alcool de raisin. D'accord? Putain, allez, je me lance. Et le vin est aussi associé à la santé, alors depuis longtemps, parce qu'ils avaient aussi des vins, alors c'est souvent des vins d'ailleurs de riz plutôt, parce que le mot porte à confusion, qui sont donnés dans les pharmacies, enfin vendus dans les pharmacies, donc ils ont un petit peu cette idée. Alors ici une photo donc, que Guillaume Giroir m'a permis d'utiliser, du château Dynasty. Vous voyez un très beau château à la française, avec beaucoup de tableaux, montagnes, des fauteuils, etc. Et puis les personnes, donc les Chinois adorent cela, et ils viennent se faire photographier pour les mariages. Alors pourquoi est-ce que l'on a une émergence du marché du vin en Chine? Alors beaucoup de raisons. Tout d'abord, c'est la politique d'ouverture du pays et de réforme qui a été initiée par Deng Xiaoping dans les années 78-84, où le pays s'est ouvert, on a fait venir des investisseurs, on a accepté donc d'avoir une autre politique pour le pays. Et en 2001, la Chine est devenue membre de l'OMC, donc également beaucoup de réduction des coûts d'importation, etc., beaucoup plus de commerce. Le vin vraiment a été promu par le gouvernement. C'est vraiment l'État qui a lancé ce marché avec une ambition culturelle, la suivante. Nous sommes un pays qui peut-être a été un peu négligé, humilié, etc., mis de côté, mais nous sommes un pays puissant et nous pouvons posséder un objet culturel aussi puissant que le vin. Donc cette ambition culturelle, elle est forte. Une fierté nationale. La Chine a énormément investi dans les vignobles. Et vous avez raison de dire qu'il y a de très nombreux vignobles en Chine, et notamment avec des partenaires français. Alors, il y a eu beaucoup de maisons de spiritueux, Pernod Ricard, Rémy Martin et d'autres, qui se sont installés encore récemment. Il y a LVMH, Philippe de Rothschild, bien sûr, et d'autres. La santé publique. L'État a décidé que les gens consommaient trop d'alcool, et ils ont montré des photos ou des films, en tout cas, de politiciens ou d'hommes d'affaires complètement ivres, parce que le baijiu, évidemment, à 50 degrés ou 60 degrés, c'est un peu difficile. Ils ont conseillé aux Chinois de boire du vin parce que ça serait meilleur pour leur santé et ce serait une meilleure façon de se conduire. Et un jour, on a vu d'ailleurs un Premier ministre lever son verre de vin rouge et porter un toast. Alors là, ça donne un message très très puissant. Et puis également les céréales pour l'alimentation. Au lieu de faire du baijiu avec les céréales, il est préférable de nourrir la population. Enfin, le désir de développer la Chine occidentale, donc qui est très très peu développée. Donc, on s'est dit, le gouvernement s'est dit, on va faire des vignobles dans cette région, on va garder la main-d'œuvre, on va essayer de garder la ruralité là-bas. À Hong Kong, très important, Hong Kong, en 2008, Hong Kong a vu ses droits de douane supprimés, et évidemment est devenu, alors a supplanté le marché
La plaque tournante du vin, c'était Singapour. Et depuis 2008, c'est plutôt Hong Kong, qui est vraiment la plaque tournante pour le vin, puisqu'il n'y a plus de droit de douane. Donc, très, très important. Et bien sûr, ça a ouvert le marché énormément. Alors, ce marché, il repose sur la classe moyenne urbaine. C'est vraiment, on regarde les cartes de consommation, ce sont les grandes villes, sur la partie est de la Chine, et notamment les classes moyennes supérieures qui ont un pouvoir d'achat assez conséquent, puisque le vin est encore assez cher. Le tourisme a énormément joué pour la création de ce marché. En 2012, les Chinois dépassent les Américains et les Allemands pour le nombre de voyages et notamment pour les dépenses qu'ils font à l'étranger. Ils dépensent beaucoup, et notamment des produits de luxe. Ils vont un peu partout. Ils voyagent, ils font beaucoup d'études à l'étranger. On les voit, on a beaucoup d'étudiants chinois maintenant dans nos universités, de plus en plus. Ils vont étudier partout, donc ils se déplacent énormément. Les voyages d'affaires à l'étranger sont également très nombreux, donc ils découvrent une culture du vin lors de leurs déplacements. Et puis, c'est encore un mouvement qui est tiré, je dirais, par les jeunes. C'est encore une question de distinction générationnelle. On ne veut pas consommer comme les parents. On est cosmopolite, on a voyagé, on a étudié à l'étranger, on va consommer du vin pour se démarquer justement du baijiu, mauvais pour la santé, trop fort, pas très cosmopolite, etc., trop chinois peut-être, j'en sais rien. On va donc consommer du vin pour garder cette image un petit peu. Voilà. Et puis le rôle du numérique, bien sûr, très important, puisque les Chinois sont extrêmement connectés, sont tout le temps sur leur smartphone et font énormément de choses sur leur smartphone, même trouver de l'information, commander du vin, etc. Donc c'est très important d'avoir ceci en tête. Les femmes sont également un nouveau groupe de consommateurs de vin. Elles s'intéressent beaucoup au vin, notamment des femmes cadres qui gagnent de l'argent, qui ont également voyagé, etc. Elles s'estiment, alors c'est assez amusant, donc bien sûr elles ont envie d'être sophistiquées, d'avoir cette image classe, cosmopolite que peut donner le vin. Elles sont également touchées par les aspects santé, donc le paradoxe français, le fait que le vin, ça fait circuler le sang, etc. Et également, et ça c'est assez amusant parce qu'elles m'en ont beaucoup parlé aussi, c'est le teint. Alors elles estiment que le vin est bon pour la peau. Alors déjà, le vin est bon pour dormir, ça nous fait dormir, donc c'est très bien, c'est un peu le sommeil réparateur qui enlève les rides, etc. Et puis, c'est aussi très bon pour la peau, ça donne une espèce d'éclat naturel, c'est très bon pour la peau. Ça, c'est uniquement, j'ai entendu ça uniquement en Chine. Voilà, donc la sophistication, intéressant. Alors, le vin, il est intégré à des pratiques, c'est pas du vin comme nous le consommons pendant le repas, etc. C'est un vin qui est intégré à un système de valeurs et de pratiques culturelles. Alors, la face, bien sûr, on achètera ou on va boire, notamment à l'extérieur, dans des restaurants, du vin étranger, du vin haut de gamme, pour montrer que l'on a de l'argent, pour montrer que l'on honore la personne que l'on invite. C'est vraiment une question de statut. Et puis, il y a tout le réseau de relations, donc ces réseaux importants, l'influencé. On va devoir faire des cadeaux. Vous savez qu'il y a un système de cadeaux, de dons et de contre-dons. On va faire un cadeau et on va espérer avoir un autre cadeau du même ordre. Et souvent, les Chinois, quand ils font un cadeau, ils laissent l'étiquette avec le prix, pour que la personne, pour que la personne puisse voir à quel point elle est estimée, respectée et honorée par ce cadeau. C'est pas du tout une faute de goût, un faux pas de faire cela. Dans les banquets officiels, les banquets politiques, les banquets d'affaires, même chose, on va servir des très bonnes bouteilles pour obtenir certaines choses, pour créer du lien. C'est aussi une façon de créer du lien, c'est-à-dire de créer, on fait des affaires avec des personnes en lesquelles on a confiance. Et la confiance se fait par un partage, par une certaine convivialité et par un respect, on montre son respect envers cette personne. Bien sûr, le vin est utilisé aussi dans les fêtes, festivals, cérémonies, j'en ai déjà parlé, un nouvel an chinois, etc. Mais je dirais pas de façon globale, mais plutôt pour une certaine élite socio-économique. Le vin étranger a une image particulière, le prestige, bien sûr, la distinction, c'est encore plus, c'est distingué. La qualité, c'est un symbole de qualité. Alors pourquoi ? Très souvent, et jusqu'à maintenant, ça se fait encore, quand on achète du vin chinois, on peut avoir un vin qui est fait avec un mélange de vin étranger, ça peut être du vin chilien ou autre, mélangé à du vin chinois. Il y a beaucoup de contrefaçons, il y a beaucoup de problèmes, il y a eu beaucoup de scandales alimentaires en Chine. Il y a eu vraiment une perte de confiance des Chinois, et très souvent, à prix égal, sachant que le vin chinois est encore assez cher, à cause des infrastructures qui sont coûteuses, les énologues qui sont parfois étrangers, etc. Il y a pas mal de coûts. Ils préfèrent acheter à prix égal un vin étranger parce qu'ils savent que ça va être un vin bien fait, bonne qualité, et ils ont plus confiance. Voilà. Le vin français a encore une image encore plus forte que n'importe quel autre vin étranger. C'est l'image de la France.
dans tout ce qu'on a vu de romantique, de raffiné, de savoir-vivre, de qualité. Et bien sûr, le château Lafite Rothschild a vraiment était considéré comme le plus grand vin et comme vraiment le plus beau cadeau que l'on puisse faire à quelqu'un, c'était ce vin. Alors, si on conclut sur la Chine, quand la Chine s'éveille au vin, elle devient, c'est joli, hein, elle devient le 5e pays consommateur de vin, le 1er consommateur de vin rouge, le 4e importateur de vin et le 1er importateur de vin de Bordeaux. En très peu de temps, finalement, quand on regarde les chiffres. Alors, je relativise à nouveau, comme je l'ai fait pour les États-Unis. La consommation par habitant par an, elle était à 1,5 litre, et en ce moment, elle est un peu tombée, elle est à 1,3 litre. Ça veut dire que le vin n'est pas une boisson qui a pénétré la Chine de façon ordinaire, hein, pas du tout quotidienne, hein, loin de là. On estime qu'il y a peut-être 50 millions de consommateurs de vin qui vont acheter 1 ou 2 bouteilles par mois, vin importé ou autre. La consommation est principalement dans les grandes villes. Alors on voit un mouvement en ce moment, c'est-à-dire que c'était les grandes villes de l'Est, donc les grandes villes comme Pékin, Shanghai, etc. Et maintenant on voit ce qu'on appelle la deuxième tranche en fait, de villes qui s'ouvre également au vin. Mais ça reste une consommation occasionnelle, je dirais, urbaine, de classe moyenne. Alors les vins importés, la France, numéro 1, suivi de l'Australie, le Chili, l'Espagne et l'Italie. Alors, si je fais une conclusion, j'essaye de me poser la question, on a vu 3 pays. Quelles sont les similitudes dans l'émergence d'un marché du vin entre les États-Unis, la Malaisie et la Chine? Alors, on observe à chaque fois un contact avec les cultures occidentales et ou européennes. Toujours. Il y a une ouverture, contact, mise en relation. Croissance économique, à chaque fois on l'a vu aussi. Une croissance économique, un pouvoir d'achat plus conséquent, des classes moyennes supérieures, des classes moyennes qui s'enrichissent. Le vin est toujours lié à la cuisine internationale. Donc j'ai mis internationale, j'aurais pu mettre occidentale, et notamment à la gastronomie française, qui est très très bien perçue dans le monde. Il y a beaucoup de chefs qui ont voyagé partout, donc cette gastronomie très particulière. Alors, le soft power de la France, oui. On s'aperçoit que quand on regarde tous ces marchés, on nous parle surtout du vin français, on nous parle beaucoup de la qualité du vin français, de la façon de vivre à la française, le romantisme, le raffinement, etc. C'est vraiment du soft power de la France. C'est toute cette image qui est véhiculée, cette image culturelle, cette image de la France. Le vin fait également partie de ce que Fischler appellerait une substitution ascendante. Cela veut dire que quand on passe d'une boisson comme le bourbon, ou la bière, ou le baijiu, etc., ou le cognac même, vers le vin, on a l'impression de gagner en sophistication. On a l'impression d'être allé un peu plus haut, dans peut-être la découverte de soi-même. On est devenu sophistiqué. On connaît quelque chose de complexe, quelque chose qui demande des années peut-être de travail, de pratique pour vraiment connaître. Le vin, c'est quand même quelque chose d'assez difficile. On fait partie d'un groupe, on est vraiment dans la sophistication. On sait choisir, on va savoir déguster, on va savoir peut-être accorder les mets, les vins, etc. Donc on a vraiment quelque chose de très positif. On observe également dans les 3 pays une distance avec la culture traditionnelle. On l'a vu avec la contre-culture aux États-Unis, les Malaisiens qui bougent, les Chinois malaisiens, et puis les Chinois également. Donc on essaye on va vers une autre boisson. Alors Jean-Claude Bologne disait en 91, changer de boisson, c'est changer d'esprit, de référence culturelle. C'est vrai qu'on change de boisson, on adopte d'autres façons de faire, d'autres façons de boire, d'autres façons de manger peut-être. Ça peut jouer aussi. La féminisation, on l'a vu dans les 3 pays, les femmes constituent un nouveau groupe de consommateurs d'alcool. Jusque-là, les femmes n'étaient pas considérées comme un groupe important, mais maintenant elles le sont. Donc elles tirent aussi cette consommation. La santé, le paradoxe français, vraiment a changé les choses de par le monde. La beauté, donc ça c'est uniquement pour les Chinois. Et puis le travail des producteurs et des restaurants, donc tous ces restaurateurs et tous ces producteurs français qui ont vraiment fait un travail de pionnier. Aux États-Unis, ce sont vraiment les Français qui ont commencé, qui ont vraiment enseigné, justement, qui ont donné cette image du vin et qui passait pour le meilleur vin du monde. C'était vraiment le modèle. Même Mondavi le disait. Il disait, moi, j'essaye de faire aussi bien que les vins français. C'était vraiment son objectif. Ils ont été pionniers. On le voit en Malaisie. Ça a été aussi, les Français sont arrivés les premiers et ont vraiment éduqué, ont essayé d'expliquer le vin, de donner quelque chose. Et puis en Chine. Et puis ce que l'on voit après, malheureusement, peut-être pour nous,
c'est que je l'ai vu en Malaisie beaucoup, parce que j'ai fait 11 séjours là-bas, et au fil des ans, je voyais changer. Par exemple, les restaurants qui étaient français sont devenus italiens. Donc énormément de restaurants français ont fermé et sont devenus italiens. On voit l'Italie et puis on voit bien sûr l'Australie arriver en force. On l'a vu en Malaisie et ça pourrait être le cas aussi en Chine. Alors une autre conclusion, on a vu les similitudes. Est-ce qu'il y a des particularités, une espèce de singularité de ces différents pays dans l'analyse de l'émergence d'un marché? Alors pour les États-Unis, je dirais puissance et ambivalence. Puissance parce que c'est un grand pays producteur. Un grand pays producteur qui peut imposer une façon de voir le vin, une façon de le penser. Le rôle de la filière vin, on ne le voit pas ni en Malaisie ni en Chine. C'est vraiment spécifique aux États-Unis. Ça a été vraiment un grand vecteur de changement. Ensuite, vous avez un code du boire. Les Américains nous ont envoyé quelque chose. Parce que si vous pensez à la façon dont on perçoit le vin en France maintenant, il me semble que l'on est passé à cette sophistication du vin. On a des bars à vin qui n'existaient pas, je sais pas, il y a 20 ans. La façon de consommer de nos parents ou de nos grands-parents n'était pas du tout celle des jeunes d'aujourd'hui. On a un petit peu pris cette sophistication des États-Unis, elle nous est revenue, à savoir, il faut parler du vin, il faut connaître, il faut montrer, enfin on accepte de payer un verre de vin 7 €, etc. Bon, c'est toute une autre façon de penser le vin, peut-être par rapport à quelque chose de plus traditionnel. Et puis l'enjeu très important pour les États-Unis, c'est la santé. Il faut savoir que si on regarde le mouvement qui a vraiment donné, qui a développé le marché du vin aux États-Unis, c'était les années 70 avec le vin blanc et les années 90 avec le paradoxe français. C'est la santé. Et on voit énormément d'articles et beaucoup de recherches qui sont menées pour dire aux gens non, le paradoxe français c'est faux. En fait, si vous buvez du vin de façon modérée, vous aurez le cancer, etc. Donc, c'est quand même un pays de culture tempérante, donc un pays qui ne fait pas l'apologie ou qui n'encourage pas les gens en fait à boire de l'alcool. Et on voit quand même qu'il y a un enjeu ici qui se situe au niveau de la santé. Pour la Malaisie, je dirais ambivalence et tension. Alors ambivalence parce que il me semble que la Malaisie va devoir choisir peut-être entre se tourner vers un tourisme international, avoir des enclaves touristiques, etc., ou des grandes villes, donc servir des personnes qui veulent du vin, qui veulent profiter, avoir des boissons alcoolisées, etc. Et en même temps, la Malaisie souhaite devenir un centre halal de tourisme, le centre de tourisme halal au monde, pour faire venir tous les musulmans du monde en vacances en Malaisie. La façon dont c'est utilisé, peut-être, c'est aussi pour dire, mais finalement, les Chinois boivent du vin, de l'alcool, etc. Mais nous, les Malais, il y a une pureté, il y a une moralité, puisque les Malais ne consomment pas d'alcool. Alors c'est peut-être aussi, ça peut être utilisé à des fins un peu politiques dans le pays. Les Chinois, si on regarde leur perception du vin, le vin est intégré, et ils sont assez, j'allais dire cool, je n'aime pas dire ce mot-là, mais c'est un peu ça. Par rapport aux Américains, il n'y a pas le côté sophistiqué, etc. C'est beaucoup plus facile, la relation est plus simple. Peut-être ça s'accorde avec leur perception de la santé par l'alimentation, c'est quelque chose d'intégré. Et pour les Chinois malaisiens, quand même, qui m'ont dit, beaucoup d'entre eux m'ont dit, nous sommes considérés comme des citoyens de deuxième ordre. Nous ne sommes pas comme les Malais. Nous n'avons pas droit à tout ce que les Malais peuvent obtenir. Peut-être que le fait de faire partie, d'être dans la culture du vin, cosmopolite, internationale, finalement, ça leur donne quelque chose au niveau de l'identité, d'être un citoyen du monde, peut-être. Ça peut en tout cas jouer. Et puis la Chine. Alors la Chine, on voit que la sinisation de la culture du vin, on voit que les pratiques, on n'est pas dans la consommation quotidienne, on a vu. On est donc dans une pratique intégrée à un code, à déjà des codes et des valeurs chinoises. Le mouvement a été aussi lancé par la santé publique, c'est-à-dire on a décidé qu'il fallait que les Chinois boivent moins d'alcool et on les encourage à boire du vin. Alors je me dis, l'État a fait le marché. C'est l'État qui a décidé de produire beaucoup, de proposer justement le vin rouge plutôt que le baijiu, etc. L'État est capable de faire et de défaire. Il a fait. On l'a vu récemment avec le président Xi Jinping, donc il a mis en place des mesures d'austérité. On a vu une chute importante de la production. Je n'ai même pas mis que la Chine était un grand producteur, parce qu'elle était, je crois, en 2012, elle était le 5e ou le 6e, et elle est 10e en ce moment. Elle est passée à 9-10, 9 dixièmes.
Les gens n'osent plus acheter des grands vins. Il y a également une chute, il y a une transformation du marché avec ces mesures d'austérité. Il ne faut plus gaspiller l'argent public, il ne faut plus avoir ces repas extravagants où on offrait ces cognacs, je ne sais pas combien la bouteille, ces grands vins, etc. Il y a une espèce de changement d'attitude. Il y a également, bien sûr, une crise économique un petit peu en ce moment, enfin, en tout cas un ralentissement. Alors, qu'est-ce que cela peut donner? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut se poser des questions. Il y a un potentiel, c'est certain. Le potentiel vient de ces jeunes qui sont aisés, éduqués, qui ont voyagé, qui sont hyper connectés, qui achètent le vin sur Internet, qui consultent WeChat, alors ils ont WineChat, ils ont des Yes My Wine, ils ont toutes sortes d'applications, ils échangent de l'information. À mon avis, c'est un potentiel très important. Alors, en conclusion générale, je vais lire un texte. Le vin traverse les frontières depuis toujours. La diversité est son essence même. Le vin permet à chaque culture qui l'incorpore d'être pensé, représenté et apprécié en relation avec les valeurs et les pratiques sociales en usage. En relation, ça peut être en opposition ou en accord. Le vin est une histoire de langue, depuis le goût dans le palais jusqu'à la traduction que l'on en fait. Le vin, en tant qu'objet culturel, révèle les cultures et leur permet de découvrir de nouvelles facettes d'elles-mêmes. La poésie pour terminer. À l'instar des lianes de la vigne, le vin lie et relie les amateurs de ce breuvage qui se prête si bien au métissage. Photo ici que j'ai prise à Albi, la vigne qui est très belle. Et voilà, ici on est au Vietnam. Alors, je suis avec un de mes collègues vietnamiens, sa fille. Nous sommes dans un restaurant italien. Nous buvons un vin chilien produit par le baron Philippe de Rothschild. C'est pas beau, ça? Et ce n'est pas fini, 18h59, c'est bon, hein? Ma dernière diapositive, je termine toutes les conférences que je donne par une diapositive qui montre toujours la même chose. Alors, vous y avez droit aussi, les ponts. Les hommes construisent trop de murs et pas assez de ponts. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup.